je souhaite ardemment que on sorte de nos façons de faire qui est de dire je suis l'enseignant, je suis l'enseignante et moi je donne l'information et d'aller vers la façon de faire qui est je suis une personne ressource pour les jeunes qui me sont confiés dans ma classe ou dans mes classes parce que une personne qui est spécialiste peut faire plusieurs groupes. Donc, je suis une personne ressource et ces jeunes-là choisissent ce qu'ils veulent apprendre et je suis un guide pour les aider à aller chercher la bonne information où elle se trouve. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne sais rien et que je ne suis pas capable de leur donner moi aussi un peu d'information, mais je ne suis qu'un guide. Et quand le jeune décide par lui-même ce qu'il veut apprendre, ben il l'apprend. Quand on l'oblige à apprendre, il n'apprend pas. S'il n'est pas intéressé, il ne l'apprendra pas. Il va peut-être apprendre suffisamment pour passer un examen, mais le lendemain matin, le lendemain de l'examen, c'est oublié. Et ça, on le voit nous-mêmes dans notre vie d'adulte. Si je demande à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, obligatoirement, vous allez apprendre ça aujourd'hui, puis demain, vous allez m'écrire, m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez retenu. Si ça vous intéresse, vous allez le faire avec plaisir, mais si le sujet ne vous intéresse pas, vous allez dire « Non, je ne réponds pas à ça. » Voyez-vous? À l'école, on force les jeunes à apprendre de tout, alors qu'ils n'ont aucun intérêt pour l'apprendre. Ça donne quoi de perdre des années assis sur un banc d'école à ne rien apprendre parce qu'on n'a rien retenu, sous prétexte que, et c'est ça qu'on prétend, nous les adultes, là, c'est de la culture générale qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'une culture générale? C'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on est capable d'utiliser dans la vie. Si j'ai rien retenu, si j'ai aucun intérêt, c'est pas une culture générale. C'est rien. J'ai perdu du temps. Point. Et c'est ça qu'on fait encore dans nos écoles. Et ça, je sais que quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui disent, ben, ça n'a pas de sens. Il faut quand même que les jeunes apprennent la même chose. Non. Les seules matières que je rendrais obligatoires, c'est français et mathématiques, ou la langue maternelle pour les anglophones, par exemple. Français et mathématiques pour nous. Et c'est tout. Là, vous allez dire, oui, mais l'histoire, c'est important, la géographie, c'est important. Oui, mais par des travaux d'intérêt particulier, personnel, il faut apprendre bien plus en géographie que ce qu'on veut bien lui faire apprendre cette année. Tu vas apprendre la France cette année. L'année prochaine, c'est l'Amérique du Nord. L'autre année, c'est l'Amérique du Sud. Un continent par année, etc. Ben oui, mais ça donne quoi, ça? J'ai pas d'intérêt à apprendre ça, moi. Le jeune, il va se préparer aussi, si vous l'incitez à se préparer, l'inviter, je devrais dire, à se préparer. Il va se préparer à son voyage. Et regardez les jeunes qui font ça. J'ai un fils actuellement, il m'écoute peut-être, Alain, là. Il demeure à Calgary, en Alberta, ici au Canada. Il prépare un voyage l'an prochain, à la fin de cette année, un voyage à Disney World en Floride, visiter Mickey Mouse et compagnie. Ses enfants ont 5 ans, des jumeaux jumelles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent les enfants à aller voir Mickey Mouse. Alors, nous, on est allés récemment, là, que j'ai fait un voyage récemment, on a rapporté des feuillets, des petits dépliants, on leur a envoyé ça par la poste. Ils vont se préparer à aller voir Mickey Mouse. C'est quoi? Bon, les enfants, déjà, se mettent dans un état de, voilà, c'est ça qu'on va aller visiter. Puis, ils commencent à s'intéresser à ça. Vous allez visiter une ville, vous allez voir Paris, vous vous préparez à aller voir Paris, vous pouvez préparer vos enfants, leur demander de se préparer, de vous aider à vous préparer. Vous, comme parent, qu'est-ce que tu voudrais voir quand on va aller à Paris, toi, là? Quel que soit l'âge de l'enfant, qu'est-ce que tu voudrais voir? Qu'est-ce que tu voudrais que nous allions visiter ensemble? Et puis, l'enfant, il va le faire. Voyez-vous, il va retenir beaucoup plus de son voyage s'il fait ça que si vous dites, on s'en va voir Paris, point. L'enfant, OK, on va aller voir Paris, on prend l'avion, puis il va se rappeler des petits événements de sa vie, mais Paris, ça ne lui aura pas dit grand-chose parce qu'on ne lui a pas permis de s'intéresser fondamentalement à aller voir c'est quoi. Alors, c'est ça que l'école doit faire. L'école du 21e siècle ne peut plus rester comme ça. Ne peut plus continuer à enseigner, à faire de l'instruction.
pour ça que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, bon, certains parents qui nous écoutent pourraient se dire, mais si on ne suit que le goût de mon enfant, il va aller vers les loisirs, est-ce qu'il ne va pas passer à côté de choses qu'il aurait pu découvrir si on l'y avait amené? Alors finalement, est-ce que c'est dans la manière, nous, de lui amener, ou bien vraiment le laisser suivre ce qu'il passionne instinctivement? Écoutez, il y a différentes façons de faire les choses. Okay? C'est certain que la problématique que nous avons, c'est la problématique des examens, où on fait passer le même examen à tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde apprend la même chose du même apprentissage. Et ça, on n'a pas compris ça comme adulte non plus. Moi, je dis, oui, il va faire autre chose que de jouer, parce qu'il va avoir décidé de lui-même de faire ce qu'il a le goût de faire, d'apprendre ce qu'il a le goût d'apprendre. Le rôle de l'adulte là-dedans, c'est d'apporter la petite étincelle, que ce soit l'enseignant, l'enseignante, que ce soit le parent, d'apporter la petite étincelle. L'exemple de Paris, de la visite à Paris que je viens de donner, c'est un exemple. Le parent dit, on va à Paris, la petite étincelle est là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais visiter? Ah, l'enfant, il n'y avait peut-être même pas pensé. Il vient tout juste d'apprendre qu'il va à Paris. Et voilà, c'est parti, l'étincelle est là. L'enfant, là, on le laisse aller. Il va fouiller. Le soir, vous allez le voir sur l'Internet. Heureusement qu'on a ça maintenant. Et il va aller fouiller qu'est-ce qu'il voudrait voir à Paris. Et voyez-vous, à l'école, c'est la même chose. On n'a pas confiance en nos enfants. On dit, il faut absolument les contraindre parce qu'ils vont jouer. Vous savez pourquoi ils jouent? C'est parce que, justement, on ne leur fait pas confiance. Ils jouent parce qu'on les force à faire des choses qu'ils n'aiment pas à l'école. Et quand ils se retrouvent dans la cour de récréation, c'est pas long. Aussitôt qu'ils sont en dehors de la classe, ils veulent s'amuser puis oublier les contraintes dans lesquelles ils vivent quotidiennement et dans lesquelles on les force à demeurer et dans lesquelles ils ne sont pas heureux du tout. Et quand je parle de bonheur, de joie, de plaisir, il y a des gens qui disent « Ouais, mais la vie, c'est pas le plaisir, puis etc. » Non, peut-être. C'est nous qui l'avons décidé que c'était pas le plaisir. Mais si moi, je décide que c'est pour moi un plaisir, la vie, ça va être un plaisir. Et si je force tous les enfants à faire la même chose en même temps à l'école, c'est sûr que ce ne sera pas un plaisir pour personne, ni compris pour l'enseignant. Pourquoi les enseignants étudient encore la gestion de classe? Moi, j'étais surpris. J'ai fait des salons de livres ici au Québec cet hiver, l'automne dernier, et puis j'ai rencontré des étudiants qui vont devenir des enseignants, des enseignantes, et j'en ai profité pour questionner qu'est-ce que vous apprenez dans vos cours à l'université pour devenir enseignant, enseignante. Et on me parlait de la gestion de classe. Ça dure des heures. Comment gérer une classe? Hey, c'est difficile de gérer une classe, là. Wow! Vous avez 30 élèves devant vous, là. C'est un gros programme. Oui, mais il y en a qui sont difficiles, il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui sont perturbés, il y en a... Il faut savoir quoi faire avec. Pas difficile de savoir quoi faire avec. On étudie encore la gestion de classe. Pourquoi? Parce que les jeunes sont tellement malheureux dans la classe qu'ils font tout pour en sortir, incluant au moment où ils sont dans la classe. Seulement, il y a un petit jouet là, qui circule ici en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est la même chose en Europe. Ils l'appellent le spinner en bon français. C'est un petit jouet qui a une bille au centre, puis ça a trois ailes, puis ça tourne. Puis ça tourne très, très vite parce qu'ils ont mis des pesées dans les bouts. Et ça tourne, ça peut tourner sur une table, ça peut tourner sur le bout de votre pouce, etc. C'est censé avoir été inventé pour calmer les enfants. Sauf que c'est rendu que dans les écoles, c'est un jouet à bannir parce que tous les enfants en ont, puis ils s'amusent, ils s'ennuient à l'école, ils font tourner le spinner devant le professeur qui essaye d'enseigner les mathématiques. Est-ce qu'on va bannir les spinners de l'école? On va les ramasser avant d'entrer en classe? Voyez-vous, les enfants s'amusent parce que, premièrement, ils sont des enfants, donc ils apprennent par le jeu. La façon de s'exprimer des jeunes, c'est le jeu. On n'a pas appris ça encore, les adultes, nous autres, c'était le jeu. Et ils apprennent par le jeu. Et en plus de ça, ils s'ennuient à l'école. C'est pas plaisant à l'école parce qu'il faut écouter. Puis la bonne explication que le professeur a donnée, ça a duré 3 minutes. Puis malheureusement, c'était le 3 minutes où j'étais distrait.
J'ai essayé de faire mon gros possible tout le reste du temps pour écouter puis savoir comprendre, etc. Mais à un moment donné, j'ai lâché prise parce que, bon, on ne peut pas être porté attention pendant plus que 5 minutes, 10 minutes maximum. Et voilà, le jeune, il a perdu juste le 3 minutes d'explication qui était important, puis il ne l'a pas entendu. Puis le soir, son parent va dire « Oui, mais t'avais rien qu'à écouter à l'école, pourquoi tu ne sais pas ça, etc. » Ça, c'est très plaisant, voyez-vous. Et c'est encore ça à l'école. Alors que si on faisait faire aux enfants les travaux comme moi j'ai fait, moi, je n'ai pas laissé le libre choix de l'ensemble du travail dans l'exercice de l'Expo 67 dont je parlais tout à l'heure. J'ai suggéré le grand sujet, mais à l'intérieur du grand sujet, je les ai laissés choisir. Quel pays tu vas aller visiter, toi? Tu vas aller voir le pays, tu vas aller voir la France, l'Allemagne, tu vas aller voir la Chine, le Japon, etc., Canada. Bon, tu vas aller voir un pays, tu choisis. Puis là, après ça, ceux qui voulaient aller visiter le même pays sont formés une équipe. OK, vous êtes 5 qui voulez aller voir la France, voilà. Vous allez préparer votre visite au pavillon de la France. Et puis, les autres ont fait pareil sur d'autres sujets. Alors, avant de parler des nouveaux enfants, vous en avez déjà touché un mot au début de l'entrevue. Dans votre livre, L'école en péril, dans ton livre, tu suggères des solutions aussi. C'est parce que c'est pas le tout de faire un constat des choses qui vont pas ou des choses qu'on entend qu'on aimerait voir être autrement. Donc, tu parles de boîte à outils, sont différentes matières en fait qui permettent à l'enseignement d'être vraiment au service de l'humain. Alors il y a bien sûr les langues maternelles, les langues secondaires, mathématiques, mais on retrouve également la santé globale. Alors en quoi est-ce que c'est important pour toi? Oui, d'ailleurs, je ne le détaille pas. Ce que j'essaie de faire dans la description que j'en fais, c'est de faire comprendre que des matières scolaires, ça n'existe pas pour soi, ça existe pour rendre service. C'est un outil qu'on veut donner aux enfants afin qu'ils puissent vaquer dans leur vie, vivre leur vie convenablement. Alors, ce sont des outils, c'est pour ça que j'appelle ça boîte à outils. Autant le français et les mathématiques de base, pas les mathématiques avancées, etc. Je parle des matières de base et je dis qu'il faut couper dans les matières scolaires. Il y a trop de choses à apprendre, c'est impossible. Et les gens vont dire, ben voyons, ça se peut pas, etc. Dans le monde dans lequel on est et toute l'affaire, ben c'est justement dans le monde dans lequel on est. Je donne justement, avant de parler de ta dernière question, j'ai dans le livre un petit tableau. Bon, je veux pas que vous le lisiez là parce que c'est à la page 80, à la page 114. Ça parle des mathématiques. Et il y a une étude qui a été faite aux États-Unis auprès de 2300 personnes, à savoir qu'est-ce que vous utilisez dans votre quotidien. Puis là, ils ont divisé la matière mathématique en catégories, par exemple, l'addition, soustraction, multiplication, les fractions, etc. Et plus ça va dans le bas, plus c'est complexe, l'algèbre, les statistiques, géométrie. Qu'est-ce que vous utilisez dans votre vie le plus? Et l'addition-soustraction, c'est 86% par exemple. Là. Je ne vous donnerai pas tout le tableau. Là. Et ça finit par l'algèbre à 9%. Et pourtant, l'algèbre, on continue à faire apprendre ça. 9% des gens qui sont des cols bleus, des cols blancs, on dit, on utilise ça. Alors, pourquoi qu'on continue à faire apprendre ça dans les écoles? C'est pour ça que je dis, il faut couper dans les matières pour faire apprendre des choses, pour permettre d'apprendre des contenus qui sont utiles, des outils pour la vie. La santé globale, qui était ta question, c'est important. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre. S'il est en santé, ça va nous permettre de vivre une belle vie. S'il est malade, on a un problème, il faut le guérir. Et donc, la santé globale, pour les jeunes, c'est important qu'ils apprennent quand ils prennent de la drogue, quand ils prennent de la boisson en surconsommation. Et quand on est adolescent, bien, c'est sûr qu'on est toujours en surconsommation. On apprend la vie. Donc, il faut qu'ils apprennent que quand ils exagèrent auprès de leur corps physique, autant manger mal, manger trop de friture ou des aliments qui sont moins
propices à la santé, bien, ils se font mal. Et ils font mal à leur corps et éventuellement, ils seront malades. Si tu fumes, ben c'est sûr que tu risques d'être malade. C'est prouvé. C'est pas quelque chose qu'on prétend que peut-être. Non, non, c'est prouvé. Il y a des études qui ont été faites et c'est prouvé. Tu peux avoir un cancer des poumons, tu peux être très malade et même en mourir. Et donc, la santé globale, c'est important. Et la façon d'y arriver, ben c'est sûr que c'est faire attention à tout ce qui est autour que je viens de nommer. Et aussi, ben, de bouger. Le corps a besoin de bouger, a besoin d'être en santé, de faire de l'exercice. L'exercice physique, le cœur a besoin de battre. C'est un muscle, il a besoin de battre. Et donc, cette vision de la santé globale, on doit la donner dès le jeune âge pour permettre aux jeunes à ce que ça devienne une préoccupation constante, positive dans sa vie, qui va lui permettre d'être plus en santé et de mieux vivre. On pourrait dire que les sciences naturelles, ce serait un petit peu le versant instruction de la santé globale qui serait plus de l'éducation parce que ça l'amène à s'expérimenter, à devenir autonome finalement à travers cet apprentissage. Oui. D'ailleurs, je vois que tu as bien lu mon livre. Je donne la définition ou la description de ce que c'est l'instruction et de la différence avec l'éducation. Et oui, tu as raison, l'éducation, c'est de modifier nos habitudes de vie. C'est d'arriver à comprendre globalement une situation, quelque chose, et d'être capable de le vivre, de le reproduire dans la vie. Et l'éducation, ben ça s'apprend pas par cœur. L'éducation, ça se vit. Ça s'apprend par la pratique. Et tout ce qu'on apprend par la pratique est beaucoup plus important et beaucoup plus intense et on le retient. Donc, l'éducation, oui, cette partie-là de l'apprentissage va amener un comportement, un changement de comportement qui est de l'éducation, effectivement. Comment évaluer les jeunes qui souhaiteraient faire des grandes écoles, par exemple, s'ils ont développé surtout ce qui correspond à leurs aspirations, est-ce qu'ils pourraient avoir des lacunes pour ensuite mener un parcours scolaire de grandes études par la suite? Ça, c'est la question que tout le monde se pose et je dirais que c'est la peur qu'on a que quand rendu là, ils ne pourront pas. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y a des gens de la Suisse qui m'écoutent là et qui sont de la région de Lausanne. Moi, j'ai visité... Oui, il y en a. Il y en a, bon. J'ai visité l'école Steiner à Lausanne 2 fois. Ceux qui connaissent l'école Steiner ou Waldorf, là, c'est la même organisation. Celle que j'ai visitée à Lausanne, il y a des jeunes du préscolaire à la fin du secondaire. Et il n'y a jamais d'examen dans cette école-là. Il y avait il n'y avait pas d'examen au moment où je l'ai visité. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé, peut-être. Mais au moment où j'ai visité, il n'y avait pas d'examen dans cette école-là. C'est une école privée. C'était une école privée. Donc, ça coûte pas mal cher pour y aller, particulièrement en Suisse. Et il y avait une liste d'attente. Et de plus, l'école n'est pas reconnue par le gouvernement de la Suisse parce qu'elle ne respecte pas les programmes d'apprentissage. Parce que les élèves, bon, ils ont un mode de fonctionnement très particulier, il n'y a pas d'examen, les élèves choisissent aussi le contenu de ce qu'ils vont apprendre, mais il y a certainement des choses qui sont obligatoires. Je ne connais pas le détail de leur fonctionnement. Mais il reste que cette école-là, dont les élèves n'ont jamais connu l'examen, doivent, comme le diplôme donné par l'école à la fin du secondaire n'est pas accepté par le gouvernement de la Suisse, le gouvernement les oblige, ces élèves-là, à passer 1 année dans une école reconnue. Donc, tu fais 2 fois ta dernière année de secondaire. 1 fois dans l'école standard, puis 1 fois dans l'école reconnue. Ben, il est démontré que les élèves
qui viennent de l'école standard sont meilleurs que les autres, que même ils montrent aux autres comment travailler, comment étudier, comment planifier leur travail, etc. Ce que les autres de l'école régulière n'ont pas compris, n'ont pas appris, parce qu'on les a pas mis en situation de l'apprendre. Pas parce qu'ils sont pas capables, parce qu'on les a pas mis en situation de l'apprendre. Et un enseignant de cette école-là qui m'avait invité chez lui, ses 3 enfants ont passé par cette école, bien sûr, et il y en a un qui était présent, il étudiait en médecine, et c'est lui qui m'a donné cette information que je viens de vous donner. Et j'ai dit, puis as-tu trouvé ça difficile, toi, quand au sortir de l'école standard, d'aller dans une école régulière, puis après ça, suivre tes cours, le collège, l'université et tout, as-tu trouvé ça difficile? Et sa réponse a été, il a ri et il dit non. Il dit, j'ai trouvé ça très simple et très facile. Le plus difficile, ça a été de s'astreindre à s'asseoir et écouter. Écouter un enseignant qui enseigne pendant 1 heure, alors qu'il était moins habitué à ça. Mais il reste que ces jeunes-là qui ont appris à se connaître et à se débrouiller par eux-mêmes, ils sont très autonomes et c'est à ça qu'il faut viser. Quand je regarde le taux de stress que les adultes d'aujourd'hui ont dans les pays développés, dans le livre, je fais état d'une étude qui a été faite en Suisse. Bon, ça a donné que cette étude-là est arrivée à moi au moment où j'écrivais, donc je l'ai utilisée. J'ai pas fouillé dans les autres pays, ça donne rien. Si ça se passe comme ça en Suisse, ça se passe comme ça ici au Canada, ça se passe aux États-Unis et en France et partout. C'est certain. Regardons le monde dans lequel on est. Tout le monde est stressé, tout le monde est malheureux. Il y en a qui vont dire non, non, moi je suis heureux. Non, non, vous ne connaissez pas ça le bonheur si vous dites que vous êtes heureux. Voyez-vous? Parce que le vrai bonheur, c'est pas ça. Mais on peut toujours être heureux dans le malheur qu'on vit ou dans la difficulté qu'on a, oui, on peut toujours. Je sais que dans certaines paroles, je suis très sévère. Mais si on veut changer des choses, il faut qu'on arrête de dire « Oh non, tout est correct, on n'a pas besoin de rien changer, etc. » Puis il faut arrêter de dire ça. Il faut accepter de se regarder, de regarder comment on vit, comment on fait, et de faire des changements. Arrêtons d'avoir peur. Et j'ai commencé au début ma petite conférence en disant il y a des nouveaux enfants, puis ils sont là, puis ils sont différents, puis ils sont prêts, eux, à faire ces changements-là. Ils n'attendent que ça. C'est pour ça que ça ne réussit pas dans les écoles. Eh bien, qu'attendons-nous, les adultes, nous, pour dire, OK, on accepte, nous, de changer les choses, de forcer nos gouvernements, parce que malheureusement, c'est les gouvernements qui décident, au niveau de l'éducation, des programmes d'enseignement et tout. Eh bien, il faut arrêter ça. Eux, ils sont là seulement pour se faire élire. Donc, si on est capable de leur dire, on va vous élire pareil si vous changez, mais peut-être qu'ils vont accepter de changer le système d'enseignement. Voyez-vous? Je suis pas sévère pour les politiciens non plus. Là. Je suis très généreux. Dans ton livre, ton premier livre, Vers la Nouvelle Terre, tu parles des nouveaux enfants. Alors, dans le milieu spirituel, c'est réputé, donc on en parle des enfants indigo, cristal, diamant, ça crée un petit peu des catégories d'enfants selon les années où ils sont nés. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, est-ce qu'il y a des dangers finalement à poser des étiquettes? Est-ce que ce sont vraiment des enfants différents d'avant? Comment est-ce que ça se place dans notre société actuelle? Bien, oui, il y a des nouveaux enfants où non, on les a pas reconnus. Ces enfants-là sont tellement différents, ils ont une énergie particulière. Il a été démontré même qu'ils ont un ADN différent. Maintenant qu'on reconnaît l'ADN davantage. Dans Vers la Nouvelle Terre, je parle de ces enfants-là qu'on a nommés Indigo, Cristal et autres. Et moi, je parle des nouveaux enfants. J'ai pas voulu donner de noms, d'autres noms, parce que je trouve qu'on en donne déjà trop. On refait avec cette dénomination-là ce qu'on fait dans nos écoles en disant c'est un inadapté de tel niveau, c'est un enfant en trouble, en déficit d'attention, etc.
faut arrêter ça. Chaque être humain est différent. Et faut arrêter de les étiqueter et faut les accepter comme ils sont. Et donc, dans Vers la Nouvelle Terre, je parle de ces nouveaux enfants-là. Je décris aussi un peu la partie scolaire dont je parle dans l'école en péril, mais pas de la même façon, parce qu'ils ne s'adaptent pas à l'école et ça ne va pas du tout. Et ces nouveaux enfants-là sont venus pour nous forcer à changer notre monde. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est pas vrai qu'ils vont s'adapter, c'est nous qui avons à nous adapter. Et voyez-vous, aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi l'élection à la présidence aux États-Unis. Moi, j'ai suivi beaucoup. Et il y a un monsieur Bernie Sanders qui s'est présenté contre Hillary Clinton pour être le représentant démocrate, qui s'est présenté comme étant un socialiste, alors qu'aux États-Unis, quand tu parles de socialisme, c'est presque impossible, c'est du communisme, etc. C'est anticapitaliste et toute l'affaire. Lui s'est présenté comme un socialiste. Et il y a quand même 11 millions de personnes qui ont voté pour lui. 11 millions d'Américains qui, s'est démontré, étaient dans les jeunes Américains, là, en bas de 35 ans. Donc, il y a une nouvelle humanité qui se développe. Puis les nouveaux enfants dont on a parlé, dont j'ai parlé et que d'autres ont parlé, ça fait depuis les années 1970 qu'on en parle, qu'on les a observés. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont 40, 50 ans aujourd'hui. Donc, ce ne sont plus des enfants. On ne reste pas enfant toute notre vie, mais ceux qui naissent aujourd'hui en sont aussi, en font partie. Alors, il faut voir notre monde comme étant en plein changement, en pleine mutation. Et il ne faut pas avoir peur de changer nos systèmes pour les adapter, pour faire en sorte qu'on pense enfin à l'être humain. Mon rôle, mon but, moi, en écrivant ces livres-là, c'est de nous amener, nous, comme adultes, à comprendre que le statu quo n'est pas la bonne chose et qu'il faut changer nos perceptions. Moi, je travaille auprès des jeunes, donc je parle des jeunes, l'école en particulier, les parents à la maison aussi. Et il faut changer la perception qu'on a de nos jeunes. C'est pas vrai qu'ils sont paresseux, c'est pas vrai qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils veulent apprendre, mais à leur façon, selon leurs intérêts. Les nouveaux enfants ont besoin de savoir pourquoi on leur demande d'apprendre quelque chose. Et je suis certain que s'il y a des enseignants et même des parents qui m'écoutent, vous êtes déjà fait répondre pourquoi j'apprends ça. À quoi ça va m'être utile, ça, dans ma vie? Et c'est ça qu'ils veulent savoir. Alors, quand tu procèdes de la façon dont moi j'ai procédé, que j'ai décrit tout à l'heure, ben, ils savent pourquoi. Parce que c'est relié directement au vrai monde, là, au monde en dehors de l'école. Quand il fallait écrire à l'ambassade, au consulat, pourquoi il faut que ma lettre soit écrite en français et en anglais, parce qu'on l'a écrite en anglais aussi, pourquoi il faut que ma lettre soit bien écrite, là? C'est une vraie personne qui va la lire, puis je pose une vraie question concrète, puis je veux qu'il me réponde. Je veux qu'il m'envoie de l'information, des documents. Il faut donc que je m'exprime correctement, puis que je pose ma question clairement. Et donc, c'est ça, mettre l'école dans le monde, sortir l'enfant de l'école pour le placer dans le vrai monde. C'est le placer en situation de contact avec ce vrai monde-là. Et ça, c'est motivant. Quand tu écris à un ambassadeur de pays, c'est motivant. Il ne faut pas qu'il y ait de fautes dans ma lettre. Les enfants l'avaient compris, puis ça n'a pas été long. Et si vous voyez le travail qu'on avait fait à l'époque pour faire les corrections, parce que chaque groupe de travail de ma classe avait fourni un projet de lettre, qui ont tous été étudiés ensemble, un après l'autre, dans la classe, et desquelles ont découlé une lettre qu'on a prise, et des fois, il y avait un morceau d'une lettre qu'on prenait, qu'on incluait dans l'autre lettre à côté, et on a choisi la lettre finale, qui, elle, on l'a traduite en anglais. Alors, voyez-vous le travail qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on faisait durant ce temps-là? Du français. Qu'est-ce qu'on faisait durant ce temps-là? De l'anglais.
Qu'est-ce qu'on a fait durant ce temps-là? Apprendre à écouter l'autre, apprendre à communiquer, apprendre à écrire, apprendre à s'exprimer. On faisait tout ça. Apprendre à s'exprimer, ça fait partie du programme de français. Mais apprendre à s'exprimer, il y a différents sujets sur lesquels on peut s'exprimer et il y a différentes façons qu'on peut le faire. Je lisais récemment dans un journal ici à Québec qu'il y a des parents là, qui se plaignent au ministre de l'Éducation, comme quoi on force à certains degrés du primaire à faire à parler en public. Okay? Puis il y a des parents qui disent, ça n'a pas de sens, mon enfant est tellement nerveuse que pendant 3 jours, elle ne fonctionne pas à l'école à cause de cette présentation de 10 minutes qu'elle doit faire. Y a-t-il moyen de changer ça? Y a-t-il moyen de faire ça autrement, différemment? Ben oui, tu es invité à parler sur un sujet que tu n'as pas choisi, probablement, sur quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qu'il a fallu que tu apprennes par cœur. C'est complètement démotivant, ça n'a aucun sens. Et là, même les parents commencent à se dire, ça n'a pas de sens, il faut changer des choses. Ben, je dis, tant mieux. Il faut que les parents s'expriment et demandent aux gens qui dirigent les systèmes d'éducation de bien vouloir faire des choses concrètes. Et en suscitant cette motivation qui vient de l'intérieur, il y a de grandes chances qu'on n'ait plus besoin de médicamenter plus de 5, c'est une majorité des jeunes à l'école qui sont médicamentés au Québec. Ça me fait penser un peu, c'est un parallèle avec la santé globale. Une classe désorganisée, finalement, c'est un symptôme. Si on ne traite pas la cause, on pourra toujours essayer d'être dans la dureté avec les symptômes et de faire comme s'ils n'existaient pas, que ça ne doit pas être. Mais voilà, toutes ces propositions que vous faites de souplesse dans l'éducation, elles méritent, je pense, qu'on pose un regard dessus. Et puis, si vous voulez aller plus loin, donc il y a des exemples très précis avec des études à l'appui dans le livre L'école en péril. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous aujourd'hui et à vous tous de nous avoir suivis. Alors, sur cette belle conclusion, je te laisse le mot de la fin. Alors, merci à tout le monde d'être là, d'être présente. J'irai en France, en Belgique et en Suisse au mois de septembre et début octobre cette année. Je serai entre autres à Montpellier au Festival de l'École de la vie. Donc, je vous invite à venir et si vous avez le goût de m'inviter dans votre région pendant que je serai là, contactez-moi. Vous allez sur mon site Internet et vous avez là mon site Internet, c'est mon nom, jacquesanson.com. Et vous avez dans la section Contact et vous pouvez m'écrire. Ça me fera plaisir qu'on en parle, de voir les possibilités. Un gros merci, puis bon succès dans vos changements scolaires. Merci Jacques, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour de prochains événements sur le web ou en présence. Tous les détails sont sur notre site soneva.ca. Très bonne journée, à bientôt, au revoir.